c'est une question qui me motive beaucoup parce que je suis en train d'essayer de travailler cette question-là en pensant que c'est là peut-être une ouverture, une voie à explorer, à travailler pour essayer de renouveler les cadres et le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui globalement le travail social, plus spécifiquement en ce qui vous concerne, le travail social et éducatif de protection de l'enfance. D'abord, peut-être quelques constats de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une situation de tension particulièrement grave, je crois. On sort là d'une période d'élection, et on va rentrer dans une nouvelle période d'élection. Et on voit bien comment notre société est en train de se cliver, ce qui pose quand même, je crois, de façon assez centrale, la question du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire ensemble? Est-ce qu'on a encore envie de faire des choses ensemble? Ensemble, je parle au niveau très global, très sociétal. Et en fait, dans cette situation, il me semble que notre société est tirée, est en tension, écartelée même, peut-être, le mot n'est peut-être pas trop fort, entre deux mouvements tout à fait contradictoires, dans lesquels on a du mal à garder un peu le cap. Le premier mouvement, c'est une revendication toujours plus forte, toujours plus puissante de l'autonomie des individus, de l'autonomie des sujets, c'est-à-dire une société où on doit pouvoir se réaliser pour soi-même et par soi-même, avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquences un peu compliquées. Mais en même temps, j'aime pas cette expression, mais en même temps, on a un autre mouvement qui vient interroger frontalement notre manière aussi de vivre ensemble, qui est une montée en puissance de la normalisation. C'est-à-dire que nos comportements, nos références sont de plus en plus normalisés, standardisés, avec cette illusion que plus ça sera cadré, plus ça sera facile de fonctionner. Ce sont deux mouvements contradictoires. On ne peut pas revendiquer l'indépendance du sujet et en même temps le soumettre à des normes de plus en plus contraignantes. Alors les normes, quand j'entends normes, c'est au sens très large, c'est-à-dire à la fois de ce que nous devons faire, avec des codes de plus en plus précis dans les comportements, mais aussi la manière dont un certain nombre d'outils, d'appareils, de machins comme ça, nous enferment aussi dans des comportements standardisés, normés. Je pensais à ça en arrivant dans le métro, là où on est tous avec nos machins. Moi je regardais à quelle heure j'allais arriver, les autres regardaient des tas d'autres choses. Et en fait, ces deux mouvements contradictoires, il y en aurait d'autres, mais j'essaie d'aller plus à l'essentiel, génèrent en fait ce que j'ai appelé deux tropismes antagoniques, c'est deux grandes tendances d'évolution qui sont tout à fait antagoniques. D'un côté, une intolérance à la différence, de plus en plus marquée, qui fait que tous les populismes aujourd'hui gagnent du terrain avec des discours qui vont alimenter autour de ce qu'on appelle la xénophobie, mais aussi tous les ismes. Je notais là le sexisme, l'agisme, le classisme, etc. C'est-à-dire où on va morceler de plus en plus un système de plus en plus intolérant, où la différence est de moins en moins acceptée. Sans doute signe d'une vraie fragilité identitaire que nous pouvons vivre. Ça, c'est le premier tropisme. Le deuxième, eh bien, c'est aussi, et c'est aussi contradictoire, une soumission de plus en plus docile à la pensée commune. Je pensais à ça dans la période électorale qu'on vient de traverser, où certains propos, aujourd'hui, sont livrés sur les médias sans susciter d'indignation ni quoi que ce soit. Et je repensais, moi, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique et où finalement il y avait des propos qu'on ne pouvait pas prononcer. Aujourd'hui, ils sont banalisés, c'est un mot-clé. Et il me semble que cette soumission-là à la pensée commune, au politiquement correct, etc., est aussi un vrai problème. Donc ça, c'est la situation sociale dans laquelle nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le travail social et éducatif dans ces mouvements forts, dans ces poussées telluriques qui traversent et qui travaillent notre société? Eh bien, le titre de la diapo le dit, c'est-à-dire un travail social de plus en plus écrasé par ce que j'appelle la rationalité instrumentale. La rationalité instrumentale, c'est en fait un retour à peine masqué de
scientisme. Le scientisme, c'est cette croyance que la science pourrait tenir l'alpha et l'oméga, l'intégralité de la réponse à toutes nos questions. C'est-à-dire qu'il y aurait une explication ultime du monde, hein, c'était Auguste Comte, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais et cette rationalité instrumentale met le travail social en tension. Et on retrouve les deux tropismes que je donnais dans mon introduction, c'est-à-dire d'un côté le travail social et éducatif est stigmatisé. Il est stigmatisé parce qu'il accompagne les personnes les plus vulnérables dans une société qui supporte de moins en moins la différence. Et là, si certains d'entre vous accueillent des mineurs non accompagnés, vous voyez bien ce que ça signifie. Hein, c'est très clair. La même stigmatisation comme ça de la vulnérabilité, puisque nous vivons dans cette illusion d'un monde où nous devons tous être performants. Et le fait de ne pas l'être, c'est un problème. Et le fait de s'occuper de ceux qui ne le sont pas stigmatise aussi ceux qui font ce travail, ce qui est quand même une vraie difficulté. La deuxième contrainte, mais tout ça étant très lié et très enchevêtré dans des tensions, eh bien c'est que le travail social et éducatif est soumis en fait à un arsenal toujours plus complet, toujours plus hégémonique, toujours plus contraignant de normes. Et là, pour ceux qui sont dans des établissements ou des services, pensez le référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, les indicateurs de performance médico-sociale de l'Agence nationale d'appui à la performance, les logiciels de convergence budgétaire, j'en passe et des meilleurs, et pour ceux qui sont dans le champ du handicap, ce qui n'est pas votre activité principale, mais Séraphin PH qui se prépare avec des nomenclatures de besoins, nomenclatures de réponses, etc. C'est ça que je veux dire quand je dis que le travail social est soumis à un arsenal toujours plus contraignant de normes. En fait, cet accompagnement éducatif, il est écrasé dans ces logiques de rationalité, et pourtant, il est convoqué à assurer la promotion de l'autonomie des personnes. C'est-à-dire qu'il est pris dans cette espèce d'injonction contradictoire que j'ai essayé de représenter ici, c'est-à-dire toutes ces briques de la normalisation qui écrasent, et puis en même temps des injonctions et des thématiques qui viennent finalement mettre un peu en contradiction cette normalisation, c'est-à-dire la nécessité de développer le pouvoir d'agir, de construire une société inclusive, de participer à la transformation de l'offre, etc. J'en passe et des meilleurs. Et en fait, dans cette situation, le travail social est donc confronté à ce que j'appelle des orientations contradictoires. Là, je symbolise dans un système un peu clivé, mais je crois que c'est intéressant de se le dire comme ça, c'est-à-dire une action, d'un côté, le travail social est appelé à conduire une action réparatrice de tous les effets négatifs du fonctionnement social. C'est le Code de l'action sociale et des familles, dans son article 107.1, qui fonde un peu les orientations, corriger les effets de l'exclusion, etc. Donc une mission plutôt de protection, que je symbolise ici par un filet, c'est-à-dire pour essayer de ramasser ce qui se trouve rejeté par le système social. Et puis d'un autre côté, le travail social est convoqué aussi à être une contribution au changement social. Et là, c'est la définition légale du travail social qui a été donnée aussi dans le Code de l'action sociale et des familles, l'article D142.1-1, qui est pour moi l'article essentiel et sur lequel moi je m'appuie pour essayer de dire la nécessité de promouvoir un travail social qui promeut autre chose que simplement la correction des effets négatifs d'un système social excluant. Le travail social est appelé à participer au changement social. Donc on voit comment le travail social est pris en tension. Et dans ce jeu-là, un petit détour par ce qu'il en est de la participation des usagers, de ceux qu'on appelle les usagers, c'est-à-dire des bénéficiaires de ceux qui sont accueillis dans les établissements et les services, ces personnes vulnérables dont je parlais tout à l'heure. Oui, l'illustration le dit un peu, c'est-à-dire, alors, pour expliquer, ça a été le sujet des travaux de recherche depuis le début dans
dans des travaux de master, puis de thèse, puis d'habilitation et dirigé des recherches plus récemment, que de voir comment cette question du droit des usagers, je prends cette expression telle qu'elle est formulée dans le Code de l'action sociale et des familles, comment le droit des usagers se met en place dans les établissements. Et là, on constate quoi? On constate que finalement, le compte n'y est pas. Et je me souviens très bien, dans les années 2002, au moment de l'écriture de la loi, l'ambition, l'espoir qu'il y avait à voir transformer les établissements, les services et globalement l'action sociale par la promotion du droit des personnes. Et puis, on constate aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, que encore énormément d'établissements ne disposent pas, vous en parliez, de conseil de la vie sociale. Or, le conseil de la vie sociale est une obligation, aucune dérogation n'est quasiment possible, à quelques rares exceptions près. Les projets, les contrats individuels ou documents individuels existent de façon très aléatoire. La représentation, la défense des personnes par les représentants de l'usager qui peut intervenir, les personnes qualifiées qui peuvent intervenir. Voilà, j'ai rarement vu un établissement qui affichait ces listes, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette mise en œuvre du droit des personnes qui m'avait semblé être un levier essentiel pour bouger les lignes, cette mise en œuvre, elle est finalement longue, beaucoup plus longue que prévu. Je rappelle quand même que la loi 2002, c'était il y a 25 ans, et inégale, très inégale selon les structures. Et là, j'insiste un peu parce que je trouve que là où c'est peut-être le plus difficile à mettre en œuvre aussi, mais le plus inégal, c'est peut-être en protection d'enfance. Dans le champ du handicap, il y a des choses qui se font, même si il faudrait analyser plus finement. Donc, et puis aussi des réalisations fragiles. Enfin, par exemple, moi j'ai vécu douloureusement pendant les confinements du Covid le fait que quelles sont les instances qui ont été balayées? Ce sont les instances de participation. On s'est recentré sur l'essentiel, enfin ce que l'on pensait essentiel. Par exemple, je parle de ça parce que comme ça évite de me fâcher avec vous. Dans le secteur des EHPAD, on s'est recentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'était de protéger les personnes âgées. Et on a eu un nombre de morts de solitude qui a été tout à fait impressionnant, et puis des professionnels qui derrière s'en sont pas bien remis. Donc le Covid, on s'est centré sur l'essentiel, et c'est toutes les instances de participation qui ont été balayées, remettant les familles à distance, remettant les bénéficiaires comme simples récipiendaires du soin qu'on allait leur apporter. Mais ça montre bien la fragilité de cette question-là. Et puis, voilà, le poids du quotidien, le nombre de collègues directeurs d'établissements qui me disent « mais c'est bien joli tout ça, mais on n'a pas le temps ». On n'a pas le temps parce qu'on a toujours un tableur Excel à remplir, on a toujours, etc., etc., etc. Dans cette situation, alors, bon là, je sais, je plombe un petit peu le moral, là, parce que... Et bien justement, c'était ça un peu ma démarche, c'était de me dire, on ne peut pas en rester à ce constat, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, et c'est là que cette idée d'alliance m'est apparue, à partir aussi d'expériences personnelles et de travail avec des personnes bénéficiaires. Cette idée d'alliance m'est apparue comme étant peut-être un point d'appui pour faire basculer un système qui est, je dis comme ça, mais c'est pas vous, mais qui est de plus en plus maltraitant. Et en protection d'enfance, avec un système globalement sinistré à peu près dans tous les départements, on est dans un système qui devient maltraitant par défaut d'organisation, par défaut de la capacité de l'État à tenir sa fonction de garant des droits de l'homme, de garant des droits de l'enfant, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée d'alliance? Alors, j'ai mis là deux petites définitions. Parce que, revenons un peu sur l'essentiel. Alors d'abord, l'alliance, c'est un pacte d'intérêt commun établi par traité entre deux ou plusieurs États souverains. Donc on est dans le domaine plutôt géopolitique avec cette définition-là. Une autre définition nous dit que c'est une union contractée par engagement mutuel. On revient plus sur la notion de contrat. Et vous avez beaucoup employé le terme de coopération, et effectivement, l'alliance, c'est une façon de coopérer. J'y reviendrai. Alors, c'est une hypothèse. Ce que je fais là, c'est de vous soumettre une hypothèse parce que ça m'intéresse de la mettre au travail et de voir comment on peut continuer collectivement, avec les uns et les autres, faire avancer un petit peu cette idée-là.
Et cette hypothèse-là, elle demande à être vérifiée à partir des pratiques, à partir des expériences. L'alliance, elle vient, c'est un terme qui vient du verbe alligare. Ne me demandez pas de vous expliquer le latin, j'ai jamais fait de latin, mais j'ai été chercher l'étymologie, comme beaucoup, et qui, en fait, signifie attacher, attacher à, mettre avec. Et ça suppose donc un engagement réciproque des parties prenantes. Alors, c'est un terme polysémique. C'est un terme tout à fait polysémique. Et là, j'illustre un peu quelles sont les grandes inspirations peut-être de ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'Alliance, avec un point sur lequel je ne vais pas insister, puisque ensuite Charlotte Rosbara le complétera, beaucoup plus compétente que moi sans doute sur la question. Je ne suis pas du tout théologien, mais il n'empêche quand même que quand on parle d'alliance, on pense tout de suite Ancien et Nouveau Testament, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec le peuple juif et la nouvelle alliance introduite par la rupture de Jésus qui vient casser un peu le modèle d'une relation très dépendante du peuple à son Dieu et qui vient instaurer une autre façon autour de la notion d'incarnation, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, je ne veux pas déflorer et je n'aurai pas la compétence d'en dire. Mais c'est quand même important de dire que ce terme-là, il fixe, indépendamment pour ce qui nous concerne de toute dimension religieuse, mais il n'empêche qu'il fixe quand même quelque chose d'assez fondamental dans l'expérience, y compris spirituelle, de l'espèce humaine. Et ça, c'est un point intéressant parce que ça donne à ce concept d'alliance une connotation et une puissance tout à fait intéressante. Ça donne même peut-être ce qu'on pourrait appeler une robustesse. Et là, j'ai en tête ce tract Gallimard Anne Hénan qui oppose au concept de performance au concept de robustesse, ce qui est passionnant, qui est un petit truc facile à lire, mais passionnant, parce que la performance, finalement, fragilise, alors que la robustesse solidifie. Non, il faut que j'en dise un tout petit peu plus. Oui, non, mais il prend un exemple tout à fait parlant, c'est la température du corps humain. Nous vivons, en principe, si on n'est pas trop malade, à 37, 37,5 degrés. Or, quand on passe à 40 degrés, si notre organisme vivait à 40 degrés, là, on aurait une puissance, notamment d'autodéfense, notamment de résistance aux microbes, aux virus, etc., qui serait beaucoup plus puissante. C'est d'ailleurs pour ça, quand on est malade, que la température, c'est pour développer la capacité. Mais, donc, on pourrait se dire, la performance, ça serait d'être toujours à 40 degrés, comme ça, on ne serait plus embêté par toutes ces petites bestioles qui viennent nous ennuyer et nous enquiquiner. Sauf que, en étant 3 degrés en dessous, eh bien, on est dans la robustesse, parce que nous avons les moyens de répondre. Il prend un autre exemple avec la photosynthèse de la chlorophylle, où les arbres, en gros, transforment en 5% de leur capacité de photosynthèse. Pourquoi? Parce que s'ils étaient à 100%, le moindre coup de chaleur les ferait cramer. Donc on voit bien comment la robustesse est autre chose que la performance. Et dans ce contexte-là, ça m'intéresse parce que le concept d'alliance est un concept de robustesse et pas de performance. Le concept de performance qui s'opposerait dans ce cas-là à l'alliance, ce serait le contrat. Le contrat, c'est performant, mais ça peut fragiliser. Alors que l'alliance, c'est robuste, ça permet à chacun de tenir quelque chose. Je passe donc sur l'alliance dans la dimension religieuse pour passer à une autre alliance qui est importante, qui est l'alliance thérapeutique. Ça a été inventé par Sigmund Freud, mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'une des découvertes de Freud dans la cure analytique, c'était que finalement, pour qu'une transformation s'opère chez l'analysé, il fallait qu'il y ait une alliance entre l'analysant et l'analyseur. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que ça ne fonctionne pas si on est dans la rupture. Ça fonctionne quand on est plutôt dans la proximité et dans la capacité à aller rencontrer l'autre sur son propre terrain. Et c'est ce qui fait que je me bats depuis toujours contre le concept de bonne distance éducative. La bonne distance, c'est la rupture, c'est la distance. Moi, je parle toujours de juste proximité parce que, effectivement, la juste proximité, c'est l'alliance au sens même de l'inspiration de l'alliance thérapeutique. Et puis, on a un autre exemple absolument brillant en ce moment d'une alliance qui fonctionne bien, c'est l'OTAN.
Là, d'accord, ça ne marche pas toujours l'alliance, mais il n'empêche que l'intuition de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est intéressante. C'était l'idée que on a, c'était en sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a des réalités différentes, des logiques différentes, des intérêts différents, mais il n'empêche qu'en se mettant ensemble, on va pouvoir défendre quelque chose de commun par rapport à la démocratie, et notamment suite à la vague noire qui avait traversé l'Europe avec le nazisme. Et du coup, cette idée d'alliance, elle est intéressante parce qu'elle induit plusieurs choses. Elle induit d'abord le fait que, référence à la nouvelle alliance de l'Évangile, elle induit la rupture d'un système descendant. C'est quand même le visage de Dieu qui se révèle dans la nouvelle alliance, c'est ça. Elle induit ensuite le fait que ça suppose un déplacement de l'un vers l'autre. Ça, c'est intéressant et important de dire que ça suppose donc de se trouver du commun. Et elle induit, ça c'est plutôt l'alliance thérapeutique, et troisième dimension avec l'alliance politique, elle induit l'idée qu'on peut avoir des intérêts divergents, mais qu'on peut trouver des intérêts communs. C'est ça finalement, c'est ça qui m'intéresse dans le travail éducatif, que j'ai essayé de représenter un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend la relation entre un professionnel et un bénéficiaire, eh bien, on voit bien que chacun a ses intérêts propres. Et que pour faire alliance, il va falloir se définir des intérêts communs. Et les mettre au travail. Mettre au travail des intérêts communs, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire quelque chose ensemble. Si on est juste chacun dans ses intérêts propres, on est dans le clivage et que ça ne permet. Et du coup, je pousse un peu plus loin le bouchon en disant c'est parce qu'il y a différence qu'il peut y avoir alliance. Il n'y a pas alliance quand on est dans le même. Le même, l'identique, c'est la fusion, c'est pas une alliance. L'alliance, c'est au contraire la reconnaissance de nos différences, de nos divergences même d'intérêts, mais l'identification de ce qui peut nous être commun. Alors en fait, ça nous donne... parce que tout ça suppose, vous voyez bien, de changer de paradigme un peu, de changer de système référentiel. Eh bien, ça nous donne finalement la manière dont on peut essayer de trouver ensemble des intérêts communs. On a en gros, pour faire très simple, 3 groupes d'intérêts. D'un côté, on a les gestionnaires et les décideurs d'activité. Les gestionnaires et décideurs d'activité, c'est l'État centralisé ou l'État décentralisé dans les départements. Ce sont les organismes gestionnaires d'activités sociales, médico-sociales, sanitaires, etc., dont les associations. Là, on est plutôt dans ceux qui tiennent les manettes pour mener des actions. Bon, il faudra qu'on rentrer après dans le détail, c'est pas du tout commun entre l'État et les associations, c'est peut-être de moins en moins commun. On a un deuxième groupe d'intérêts qui sont les professionnels du travail social, les professionnels de l'éducation, et puis un troisième groupe d'intérêts qui sont les bénéficiaires. On a 3 types d'intérêts en présence. L'État, son intérêt, c'est autour de cette idée d'une société, d'une cohésion sociale, pour reprendre les termes du 116.1 dont je parlais tout à l'heure dans CNSF, garantir la cohésion sociale par une politique sociale de solidarité, c'est la solidarité nationale dont il a la responsabilité. Les organismes gestionnaires, c'est traduire cette orientation-là dans une pratique, dans des activités. Les professionnels, eux, leur intérêt, c'est de toucher un salaire. Soyons un peu pragmatiques, mais quand même, c'est un travail. C'est pas une ambition politique comme les 2 premiers groupes que je viens de citer, c'est un travail. Mais un travail qui est fondé sur le rapport à l'autre, sur la capacité à prendre soin. Et cette capacité à prendre soin, elle suppose un retour positif sur ce que je fais. Donc, le professionnel, il a lui aussi un intérêt à ce que ça marche. Pas pour les mêmes raisons que l'État ou les associations, mais pour la satisfaction du travail bien fait, pour reprendre les références de l'IFPE. Et puis les usagers, les usagers, ils ont intérêt à ce que ça marche aussi, parce que c'est la résolution de leurs difficultés, de leurs problèmes. Mais pas dans les mêmes termes, pas de la même façon. Ce sont bien des intérêts distincts. Mais l'intérêt commun, c'est le fait qu'il y ait une certaine efficience de l'action conduite. Là, on a du commun. Et avec ce commun-là, on peut essayer de travailler, c'est-à-dire la résolution des problèmes sociaux est une
est un intérêt commun qui se situe au niveau de la tactique. Au niveau de la stratégie, je disais solidarité nationale, traduction des politiques sociales, intérêt de la réussite de l'action professionnelle, résolution des problèmes individuels, ça ce sont des stratégies. La tactique, c'est la stratégie au pied du mur, c'est-à-dire concrètement ce qu'on fait quand on est confronté. La tactique, là, c'est d'essayer que ça marche, c'est d'essayer d'obtenir des résultats. Finalement, on n'est pas dans la juxtaposition des intérêts particuliers, on est dans de la création de l'en commun. Et ça, c'est intéressant parce que cette manière de repérer ce qui nous est commun et ce qui nous dissocie permet de conflictualiser le rapport en identifiant bien que finalement, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, mais que ça n'empêche pas de faire alliance. Et c'est là le point nodal un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que l'intérêt commun peut créer peut-être les conditions d'une alliance entre tous ces niveaux d'intérêt. Alors, vous voyez bien que ça suppose un bouleversement des positions professionnelles, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on a assisté en fait à une professionnalisation des métiers du travail social. Professionnalisation qui en gros s'est construite en 4 étapes. Je vais très vite parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Les premiers c'était les pionniers, ceux qui ont créé de l'activité, ceux qui d'ailleurs souvent dans des obédiences religieuses. C'était souvent les grands dispositifs, soit dans le mouvement du protestantisme, soit dans le mouvement du catholicisme, mais c'était des congrégations qui ont créé des activités. Aussi quelques pionniers plus individuels, des leaders charismatiques qui ont créé des trucs tout à fait intéressants. Puis ensuite, ça a commencé à s'organiser. On voit apparaître les premiers diplômes d'État, l'assistance sociale, les éducateurs spécialisés dans les années 67. Puis enfin, on commence à structurer tout ça, ce champ où avait germé plein d'activités, eh bien on l'organise avec les premières conventions collectives, 51, 66, que vous connaissez sans doute, et puis on a 2002 avec l'émergence de l'usager, c'est-à-dire que le dispositif institutionnel s'était organisé, puis là on arrive avec l'idée que finalement les bénéficiaires ont des droits et qu'il faut les affirmer. Toute cette professionnalisation, elle a construit une légitimité descendante. Une légitimité descendante parce que elle venait d'en haut. Systématiquement, elle est toujours venue d'en haut. Elle est toujours venue des dispositifs institutionnels vers les personnes concernées. Peut-être une illustration pour... moi, j'ai fait mes études d'assistant de service social dans les années 80. Et à l'époque, on apprenait à travailler la relation d'aide. Donc on jouait à l'assistant social, on recevait des clients, c'est comme ça qu'on les appelait, et il y avait même, on faisait des vidéos de ces simulations pour voir. Le but, c'était de voir si nous avions été capables de discerner la demande cachée derrière la demande formulée. Vous voyez tout de suite ce que ça signifie. C'est-à-dire, moi, j'ai appris à ne pas prendre au sérieux les usagers, mais à toujours être celui qui savait à leur place. Moi, je savais pourquoi Madame Machin venait me parler de son problème de CAF. C'est parce qu'elle avait un souci de conjugalité et c'était de ça dont il fallait qu'on parle. Parce que moi, je savais que c'était ça qu'il fallait traiter avec elle. Elle n'avait pas du tout envie d'en parler, mais il n'empêche que c'était comme ça que j'avais appris, moi, le métier. J'ai mis 30 ans à me défaire de ce machin-là, parce que c'est quand même sacrément aliénant. Eh bien, cette légitimité descendante, en fait, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus parce que aujourd'hui, si légitimité il doit y avoir, elle ne peut plus provenir que des usagers eux-mêmes. Il me semble que ça, c'est un point important, mais dont on ne parle pas, qui n'est pas visibilisé. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, j'observe de plus en plus pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche dans les établissements sociaux, médico-sociaux? C'est assez bizarre parce que finalement, alors il y a quelques drames, mais globalement, il y a assez peu d'agressions physiques, il y a assez peu de conflits qui dégénèrent dans des choses très violentes. Il y en a, mais en proportion des troubles des personnes accueillies, c'est assez rare. C'est relativement rare. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que les professionnels savent faire, savent traiter cette relation, savent gérer cette relation très subtile. Et en fait, vous allez dire que j'ai une dent contre l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, mais c'est une catastrophe pour le secteur.
cette ANAP, c'est une catastrophe, puisque qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à sortir de la norme, de la règle, et concrètement, que font les professionnels? Ils font tout à fait autre chose. Sinon, ça ne marcherait pas. Si on appliquait simplement les consignes, si on appliquait simplement les recommandations de bonne pratique professionnelle de la HAS, ça ne marcherait pas. Ce qui fait que ça marche, c'est tout ce que font les professionnels, mais en dessous des radars. C'est-à-dire cette capacité à gérer la relation au quotidien avec des choses extraordinaires. Hein, mais vous êtes mieux placé que moi comme témoin pour pouvoir le dire. Et finalement, oui, d'ailleurs, oui, je refais référence au Covid, là, parce qu'en dessous des radars, les établissements avec hébergement se sont trouvés coincés parce qu'il n'y avait plus d'école, les gamins étaient là et il fallait faire avec. C'était hyper explosif. Et bien ça n'a pas explosé. Et ça montre bien cette capacité, en dessous des radars, à mener des activités. Et du coup, on voit bien que l'idée que je défends d'une nouvelle alliance, ce n'est pas une remise en cause des savoirs professionnels, bien au contraire. C'est une mise en valeur, c'est une valorisation des pratiques, des actes de métier qui montrent leur capacité à faire ensemble. À l'inverse de tout un discours dominant qui laisse penser que c'est pas ça qu'il faut faire. Ou au moins que ça n'intéresse pas ceux qui donnent les consignes. Alors, l'alliance, finalement, nous permet d'inverser les logiques d'action. C'est-à-dire de quitter ce système descendant qui va de l'État aux gestionnaires d'activité, aux usagers, pour une approche beaucoup plus systémique, beaucoup plus interactive, qui va permettre de mettre en mouvement les différents niveaux et qui vont casser cette logique de l'État sur les associations, des associations sur les usagers. C'est en fait une inversion radicale, puisque finalement, les actions dans cette perspective-là ne résultent pas des moyens redistribués, mais de la revendication structurée des citoyens usagers, puisque derrière ça, ça comporte cette promotion-là de la dimension citoyenne des bénéficiaires. Les professionnels jouissent alors d'une légitimité qui ne vient pas d'en haut, d'une légitimité au contraire qui vient de leur capacité à faire alliance avec les bénéficiaires. Une de mes prises de conscience, ça a été l'affaire du Ségur. Vous avez tous en tête le Ségur, qui pose encore, je crois, pas mal de problèmes dans les établissements et services. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Ségur? Moi, j'ai suivi ça plus spécifiquement avec l'Uriops Bretagne. Je suis administrateur de l'Uriops Bretagne. Eh bien, l'État décide tout seul en disant, en plus dans des conditions juste en fin de mandat, enfin de mandature, hein, la ministre a signé l'arrêté d'extension au dernier moment, sans s'occuper du tout de comment les différentes collectivités allaient financer, et hop, le Ségur pour tous. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, les associations réclament à l'État, au département, etc., les moyens de financer le Ségur, moyens qu'ils n'avaient pas forcément. Et les professionnels, à travers leurs syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Ils réclament aux employeurs, là je ne parle pas de l'Excel, je ne parle pas de la FEA, mais réclament aux employeurs de leur financer le Ségur auquel ils ont droit. On est toujours dans cette logique-là. C'est-à-dire que les professionnels demandent aux associations qui demandent à l'État, et on est dans un système d'interdépendance complètement stérile, qui ne fonctionne pas parce que la légitimité ne fonctionne plus dans le système descendant. Du coup, ce que je prône là avec cette nouvelle alliance, c'est d'inverser cette tendance-là et de dire que c'est par l'alliance et la légitimité co-construite entre bénéficiaires et professionnels que le rapport de force peut s'inverser. Et je parle bien de rapport de force. D'un rapport de force qui actuellement est très défavorable aux professionnels. Et si le rapport de force est défavorable aux professionnels, il l'est nécessairement pour les bénéficiaires aussi. Donc on voit bien que là, m'apparaît, à la suite de cette analyse du Ségur, m'apparaît l'idée que finalement, on va repenser autrement l'adéquation entre offre et besoin. C'est-à-dire que l'offre ne vient plus d'une décision d'en haut qui s'applique sur le terrain, mais d'une revendication d'en bas qui va modifier les cadres législatifs, réglementaires dans lesquels on peut s'inscrire. Parce que, oui, derrière ça, par exemple, si mon propos n'est pas convaincant, mais je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche à provoquer un débat, eh bien, les coûts induits par les systèmes qui ne marchent pas, parce qu'ils ont été pensés d'en haut pour le bas. Et regardez,
si on parle de l'ACS, l'assurance complémentaire santé, 41% de non-recours. Si on parle du RSA, plus du tiers des bénéficiaires potentiels non-recours. Parce que les systèmes ont été pensés d'en haut pour le bas, ils n'ont pas été pensés dans une alliance sur le terrain qui permette de construire les systèmes. Donc voilà, on voit bien là que quelque chose est en train de bouger. Si on ouvre ce chemin-là, et qui permet de penser et d'agir à l'échelle locale. C'est ça aussi qui est important, c'est que c'est localement que cette alliance peut se jouer. C'est pas dans des grandes déclarations de principe ou dans des grands territoires, c'est sur le petit territoire de vie, là où se passent les choses, dans le territoire de projet, dans le territoire de solidarité que nous avons à construire, là où nous vivons, là où nous sommes avec les bénéficiaires que nous accompagnons. Du coup, et ça, je conclue là-dessus, jusqu'où ça peut aller, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Eh bien, je pense que ça peut être assez radical. D'abord, première étape, nécessité absolue de mettre en œuvre toutes les dispositions du Code de l'action sociale et des familles sur le droit des usagers. Ça, c'est déjà le premier point. N'est pas à vivre comme se soumettre à une obligation réglementaire, mais comme créer les conditions de cette nouvelle alliance. Parce que c'est ensemble que nous allons travailler. Ensuite, eh bien, c'est d'associer les familles et les enfants au fonctionnement d'établissements, tant au niveau de la vie quotidienne, la plus banale, la plus habituelle. Et là, j'ai dirigé pendant 10 ans une maison d'enfants à caractère social, hein, pour vous dire, voilà. Mais là, on va parler de coupe de cheveux, de vêtements à rapiécer, mais ça, ce quotidien-là, il est le support de la nouvelle alliance dont je vous parle. Vous voyez bien que ce n'est pas dans un grand machin politique que je suis, hein, mais des choses très quotidiennes, de la vie quotidienne, où on associe les familles et les enfants. Le nombre de parents qui m'ont dit « mais c'est insupportable, mon enfant a été placé », et la première chose qu'ils ont décidé, c'est de lui couper les cheveux. Non, les cheveux, c'est une dimension identitaire de la personne, on n'y touche pas sans avoir d'abord discuté avec les intéressés. La coopération aussi entre professionnels et parties prenantes, donc de créer des espaces de coopération, et là je reprends votre terme parce qu'il est très important, la coopération, c'est pas le fait de faire contraint, c'est le fait de laisser en soi la place à l'autre, de laisser à l'autre un espace dans ce que je suis, et moi-même de pouvoir aller occuper en l'autre un espace qui me laisse disponible, et c'est cette cohabitation des espaces qui nous permet de faire ensemble en coopérant. Alors, d'aller peut-être plus loin aussi dans la manière d'associer les parties prenantes autour des concepts un peu intéressants actuellement de père aidant, par exemple, hein, et ça peut être tout à fait intéressant, parce que ça brise aussi les espèces de frontières sécuritaires qu'on se donne. Être parent d'enfants placés, ça suppose qu'on ne peut pas être dans l'éducatif. Je me souviens de la révolution que ça avait créée dans l'établissement quand j'avais recruté à l'époque en contrat aidé une maman d'un enfant placé. L'équipe était venue me voir en disant « mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça ». Bah si, parce que justement, elle a besoin de travailler et qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Créer aussi des instances de co-construction, c'est-à-dire on peut imaginer par exemple ce que donnerait la présence des enfants et des parents dans des commissions locaux. Je pense à ça parce que j'accompagne une association qui s'interroge sur l'évolution de ces locaux pour essayer de répondre aux défis du futur. Les finances, on peut imaginer ce que ça donnerait d'aller négocier au département avec les parents d'enfants placés. Vous imaginez ce que ça peut donner comme intérêt de la chose, c'est-à-dire de dire qu'ils ont aussi quelque chose à dire du budget que vous nous attribuez pour accompagner leurs enfants. Je radicalise volontairement mes exemples pour dire jusque finalement on peut peut-être imaginer, s'autoriser à penser des choses qui vont assez loin. Il y a déjà des associations qui le font sur le recrutement des salariés, plutôt dans le champ du handicap. Mais pourquoi pas associer les bénéficiaires? Pourquoi pas une commission d'enfants qui participerait au recrutement des salariés? Je ne dis pas qu'ils ont le pouvoir et qu'ils décident. Je ne casse pas les liens hiérarchiques, l'organisation de l'établissement, mais un éclairage. Un éclairage et que les enfants puissent poser des questions à celui ou celle qui pourrait devenir leur éducateur. Ça ne leur donne pas le pouvoir de décider l'embauche. Ne leur faisons pas poser une responsabilité qu'ils ne peuvent pas assumer.
Mais c'est juste de se donner les moyens d'avoir des éclairages différents, d'avoir des pas de côté dans la manière de regarder la réalité avec laquelle on travaille aujourd'hui. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de la présence des usagers dans les instances de gouvernance. Moi, là-dessus, je ne suis pas forcément toujours favorable à ce qu'il y ait des places aux usagers dans les conseils d'administration, parce que c'est une façon de les prendre en otage quand on ne leur donne pas les moyens de tenir leur place. Moi, je pense plutôt à l'intérêt de permettre que des paroles collectives se structurent, s'organisent pour jouer cette représentation et cette conflictualité que j'ai très rapidement évoquée tout à l'heure. En fait, dans cette perspective, l'alliance dont je vous parle là participe pour moi d'une possibilité de transformation en profondeur de la société, de ses rapports internes entre classes et communautés, de ces perspectives émancipatrices, qui est quand même une des missions confiées au travail social. Cette nouvelle alliance n'est-elle pas un levier finalement pour ralentir ces emballements chronophages et discriminants de notre système social? C'est la question que je pose et je me dis, il y a peut-être là une piste à explorer que je vous soumets très modestement et humblement. Merci à vous.